Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Philippe Josse. Bienvenue à cette spéciale Buckingham News en français. Aujourd'hui, dans l'actualité du monde francophone, les premiers mois du Premier ministre canadien, les modifications du Code de travail en France ainsi que la nouvelle carte des régions, les problèmes de frontières entre la Gambie et le Sénégal et pour finir, un peu de sport avec l'Euro 2016. Commençons ce journal avec le nouveau Premier ministre du Canada qui provoque l'émoi un peu partout dans le monde. Notre reporter Chloé a mené l'enquête. Eh oui, cher Philippe, c'est officiel. Justin Trudeau est le 23e Premier ministre du Canada depuis le 19 octobre 2016. Il a été élu avec 39% des voix. Le jeune chef du Parti libéral, qui n'a que 44 ans, est le fils de l'ancien Premier ministre Pierre Trudeau, qui était chef d'État de 1968 à 1984. Justin a réalisé sa scolarité au collège Jean de Brébeuf, un collège francophone au Québec, et a ensuite poursuivi ses études supérieures à l'Université McGill de Montréal. 6 mois après son élection, ce jeune Premier ministre reste très populaire. 58% de la population canadienne pense en effet que c'est un bon Premier ministre et 46% d'entre eux suivent le Parti libéral. Très occupé depuis son élection, Justin Trudeau a notamment rencontré le président français François Hollande à Paris pour discuter la stratégie adoptée par les Canadiens dans leur combat contre l'État islamique. Le Premier ministre canadien a par ailleurs eu le privilège d'être invité à la Maison-Blanche par le président Obama en mars dernier. Les deux dirigeants ont dîné et discuté de plusieurs sujets. Tous deux restent très optimistiques concernant la bonne entente entre le Canada et les États-Unis. France, États-Unis, le Premier ministre canadien a aussi voyagé au Royaume-Uni où il a rencontré David Cameron, son homologue britannique. Les deux hommes sont retrouvés à la résidence de David Cameron à Downing Street en novembre où ils discutaient d'environnement, d'économie, mais aussi de terrorisme qui frappait actuellement le monde. Continuant son tour du monde, Justin Trudeau a aussi fait une arrêt en Suisse où il a aussi au Forum économique mondial et a rencontré plusieurs PDG et célébrités investies dans les différentes causes comme Leonardo DiCaprio, très engagé pour la cause environnementale. Il semblerait que ce jeune Premier ministre a pris pleinement possession de ses fonctions et si beaucoup de Canadiens le pressent. Certains le critiquent encore, le jugeant trop strict sur la question du développement des puits de pétrole au nord du pays en particulier. En effet, ces décisions auront un impact important sur l'économie du pays, l'énergie étant un des secteurs importants du Canada. Il est certain que Justin Trudeau a encore beaucoup de temps avant la fin de son mandat pour consolider sa place, mais l'on peut déjà dire que ces premiers 6 mois sont un bon départ. Merci Chloé pour ce portrait fascinant. Direction la France maintenant, où les changements du Code de travail font polémique en ce moment. Manifestations, Français mécontents, gouvernement critiqué. Notre reporter Tom nous en dit plus sur ces changements fondamentaux. Code du travail, modification des 35 heures, loi El Khomri, autant de mots qui font grand bruit ici en France, chers téléspectateurs. En effet, le gouvernement français a été forcé d'utiliser la manière fraude pour imposer des changements dans son code du travail et ces changements provoquant des manifestations parfois violentes dans le pays. Heureusement, une grande majorité des manifestations sont pacifiques, mais le Premier ministre Manuel Valls a condamné fermement les casseurs et a dit que cette minorité irresponsable serait menée en justice.
À Paris, le CRS venu aider les policiers français ont utilisé des bombes de gaz lacrymogène la semaine dernière pour obliger une centaine de personnes à se disperser car elles refusaient de quitter la place de la République. Tout cela pour une seule raison, les changements du Code de travail proposés par le gouvernement. En effet, aujourd'hui, ce document est un livre très long, très lourd et très compliqué. Il doit donc être simplifié et allégé pour aider les Français à mieux le comprendre et surtout pour apporter plus de souplesse aux entreprises. Des changements, espérons-le, qui aideront à relancer l'économie du pays. Mais ces changements ne font pas le bonheur des Français. Les opposants affirment qu'ils vont menacer les droits des travailleurs et que les jeunes vont perdre la sécurité de l'emploi et la protection qu'offre la France. De son côté, le gouvernement qui propose cette réforme pense qu'elle va encourager les entreprises à embaucher et aider à faire baisser le chômage qui touche la France et en particulier les jeunes qui sont plus de 25% à ne pas trouver de travail. Le président de la République, François Hollande, fait face à une impopularité sans précédent. Il espère pourtant que cette réforme sera le symbole de sa présidence et représentera une avancée majeure pour les Français, laissant une trace dans l'histoire du pays. Merci Tom. Autre fait marquant dans l'actualité française, la nouvelle carte des régions. Depuis le 1er janvier 2016, les régions de France doivent être renommées suite à la fusion de plusieurs d'entre elles. Et c'est notre reporter Ella qui nous en parle. Le 1er janvier 2016, la France est passée de 22 régions métropolitaines à 13. Les deux Normandies, Haut et Basse, ont fusionné et la région Nord a fusionné avec la part de Calais. À l'est de la France, l'Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine se sont regroupées. La Bourgogne et la Franche-Comté, elles aussi, ne font plus qu'une seule région aujourd'hui. Un peu plus au centre, l'Auvergne et la région Rhône-Alpes ont fusionné et le Poitou-Charentes, le Limousin et l'Aquitaine forment aujourd'hui une seule et même région qui s'étale du centre de la France jusqu'au sud-est. Enfin, la région Midi-Pyrénées et la Languedoc-Roussillon forment à présent la grande région sud. Une fois la nouvelle carte des régions définie, il a fallu renommer ces nouvelles grandes régions. Les habitants des régions Nord, Pas-de-Calais et Picardie ont voté le 14 mars 2016 et c'est le nom Hauts-de-France qui a été retenu. Dans l'est de la France, 3 noms avaient été proposés, mais tous ont été rejetés. Au final, les habitants des régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine ont opté pour le nom Grand Est. Le nom de la région Bourgogne-Franche-Comté reste. Quant à lui, inchangé et les régions qui n'ont pas encore choisi leur nouveau nom ont jusqu'au 1er octobre 2016 pour le faire. Alors que la création de la nouvelle carte a fait beaucoup de bruit en France, nous espérons que le choix des nouveaux noms ne créera pas autant de polémiques. Il semble que la France est en plein changement actuellement, mais l'Hexagone n'est pas le seul pays francophone à connaître des problèmes. 2 pays d'Afrique, la Gambie et le Sénégal, ont eux aussi rencontré des difficultés, mais qui semblent être résolues aujourd'hui. Notre reporter Suzanne nous en dit plus. Après 3 mois de polémique au sujet de la frontière entre le Sénégal et la Gambie, les 2 pays ont finalement décidé d'en finir avec ce blocage. En effet, il a causé beaucoup de problèmes pour les résidents du pays et cela a engendré une pénurie de produits de première nécessité au Sénégal comme en Gambie. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a essayé de servir d'intermédiaire entre les 2 pays, mais malheureusement, aucune solution n'a été trouvée pendant un bon moment, créant de nombreux blocages. Le gouvernement de Gambie a mis en place une taxe 100 fois plus élevée qu'auparavant sur les camions qui souhaitaient passer la frontière. Tous les camions qui ne payaient pas restaient donc bloqués.
Pape Seydou Dianko, un personnage bien connu par sa lutte contre les blocages à la frontière, a demandé la construction d'un pont et souhaité que la frontière reste toujours ouverte. Cette fermeture est la 6e depuis l'an 2000 et la promesse d'un pont au-dessus de la rivière qui coule entre les deux pays, faite il y a plus d'une décennie, reste incertaine. Il est prévu que ce pont soit fini en 2017 seulement. Résultat, il faut faire un détour de 500 km autour du territoire de Gambie et contourner les villes du nord du Sénégal pour accéder à la région du sud de Casamance. Un chauffeur de camion dit que le détour est difficile, mais que le prix à payer pour éviter tous les problèmes rencontrés à douane avec la police de Gambie. À cause de ce blocus, on manque de nourriture et d'objets dans les deux pays et les résidents de Gambie comme les Sénégalais sont fatigués de cette situation. À noter cependant que ce blocus s'applique uniquement aux véhicules commerciaux. Les personnes, elles, peuvent traverser la frontière sans payer de taxes. Modou Gueye, un chauffeur sénégalais, est resté bloqué pendant 3 mois à Cœur Ali et a dû abandonner son véhicule. Le ministre des Affaires étrangères dit qu'il est prêt à intervenir afin que de tels problèmes ne continuent pas. Finissons sur une touche plus positive avec notre page sport. Cet été, la France accueille en effet l'un des tournois les plus prisés par les passionnés de football, l'Euro. David, notre reporter, s'est rendu à Paris. Tout à fait Philippe, et je peux vous dire que la France est en ébullition car elle doit faire face aux nombreux préparatifs que réclame l'organisation de l'Euro 2016, qui se déroulera du 10 juin au 10 juillet. C'est le plus grand tournoi de foot européen et il se tient tous les 4 ans dans l'un des pays membres. Cette année 2016 marquera la 3e participation de l'Hexagone à l'Euro en tant qu'hôte du tournoi, la première fois étant en 1960 et la dernière en 1984. Le premier match se déroulera au Stade de France, à Paris, le 10 juin. La France affrontera la Roumanie. L'équipe de France, championne d'Europe en 1984 et en 2000, reste optimiste quant à ses chances de remporter ce prestigieux tournoi une nouvelle fois car les Bleus ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs amicaux cette saison. Au total, 23 équipes européennes vont se rendre en France pour jouer et s'entraîner et plus de 2,5 millions de spectateurs dont 1 million d'étrangers sont attendus pour les soutenir. Mais bien plus qu'un événement sportif, la France tirera un bénéfice économique de cet événement. Les professionnels du tourisme prévoient en effet plus de 600 millions de dépenses pour l'hébergement. D'autre part, les sponsors, les ventes de billets et les droits de diffusion de télé vont générer beaucoup d'argent. L'Union des associations européennes de football estime le coût du tournoi à 1,65 milliard d'euros environ. Un coût relativement bas car les infrastructures qui accueilleront la compétition existent déjà. En effet, 10 stades ont été choisis, dont le Stade de France, le Stade Vélodrome à Marseille et le Parc olympique lyonnais. Mais si la France se réjouit d'accueillir l'Euro, elle n'en oublie pas les risques d'attentats. Le 13 novembre 2015, des terroristes avaient menacé le Stade de France pendant un match. C'est pourquoi, lors de l'Euro, la sécurité sera augmentée comme explique Noël Le Graët, président de la Fédération française de football. Une chose est sûre, malgré les inquiétudes suite au traumatisme de la France fin 2015, ces mois de juin et juillet seront des mois de fête pour tous les amoureux du ballon rond et de l'Europe. Et c'est sur cette page sportive que s'achève notre Buckingham News en français. Nous vous remercions de nous avoir regardés et vous souhaitons une bonne journée.